3. Psychanalyse et sciences sociales. Un livre sur l'interprétation sociologique des rêves ne peut pas éviter la confrontation avec la psychanalyse, dont l'image scientifique n'a jamais été aussi brouillée. Pseudoscience, non-science ou révolution scientifique dépassée par les progrès scientifiques de la psychologie expérimentale et des neurosciences, les avis négatifs sur l'œuvre freudienne et ses divers prolongements ont été nombreux du temps de Freud et continuent à se développer plus d'un siècle après l'ouvrage fondateur de la psychanalyse. En même temps, par un hommage indirect, pas toujours volontaire, tous ceux qui travaillent sur le rêve ne cessent de se référer négativement ou positivement à l'interprétation du rêve. Les neuroscientifiques, tels que John Alan Hobson et Michel Jouvet, et les psychologues spécialisés en analyse de contenu de rêve, Calvin Hall, Robert Van de Cassel ou George Domhoff, qui critiquent parfois sévèrement la psychanalyse, comme ceux qui, neuroscientifiques, Mark Solms, psychologue, cognitiviste, Jacques Montangero, historien, Jacques Le Goff, Peter Burke, anthropologue, Abraham Gardiner, Cora Alice Dubois, ou sociologue, Roger Bastide, Norbert Elias, se réfèrent implicitement ou explicitement à la psychanalyse, en la croisant avec d'autres disciplines. Du côté des sciences humaines et sociales, tout particulièrement, de nombreux rapprochements ont été tentés dans l'histoire par des chercheurs appartenant quasiment à la même génération. Le courant anthropologique dit culture et personnalité avec Abraham Gardiner et Cora Alice Dubois a inspiré sociologues et anthropologues tels que Roger Bastide ou Georges Devreux. Et des auteurs aussi différents que le sociologue Norbert Elias ou le psychanalyste Erich Fromm ont croisé sociologie ou marxisme et psychanalyse. Présente dans l'ensemble de cet ouvrage, la réflexion freudienne et les critiques qu'on peut y apporter ne peuvent être contenues dans un seul chapitre qui permettrait de traiter exhaustivement puis de clore le dossier. Car plutôt que d'enfermer la psychanalyse sur elle-même et sur ses multiples débats ou lignes de fracture interne, il faut au contraire s'efforcer de la réinsérer en permanence dans la culture des sciences humaines et sociales, en montrant que les questions qu'elle se pose, de même que les réponses qu'elle y apporte, sont des questions générales qui intéressent le sociologue, l'anthropologue, le linguiste ou l'historien, autant que le psychanalyste. On ne reviendra donc dans ce chapitre que sur quelques points de friction, les rapports entre le biologique et le social, les tendances fortes de la psychanalyse à centrer l'explication sur le passé infantile et le sexuel, et de la convergence, sur la formule d'interprétation des comportements humains, entre la psychanalyse et les sciences sociales. D'autres pans, théorie de l'inconscient, théorie de la censure, travail du rêve, événementialisme de l'explication, fonction du rêve, etc., seront ainsi abordés dans des chapitres ultérieurs, lorsque l'enchaînement du raisonnement conduira logiquement à les aborder. Entre biologique et social. L'une des grandes ambiguïtés de Freud à l'égard de la question de l'individu réside dans le fait qu'il ne parvient pas à choisir clairement entre deux conceptions de l'individu, celle d'un individu socialisé dont l'activité psychique, inconscient, moi et surmoi, est entièrement déterminée socialement par les relations intrafamiliales précoces, et celle d'un individu biologique très largement dominé par une libido et des instincts naturels, parfois même par des héritages archaïques. Cette ambivalence explique le fait que des auteurs puissent
puisse soit faire de Freud le fondateur d'une discipline qui place les relations sociales au cœur de la formation de la personnalité, soit s'en prendre à son biologisme. Freud, Freud dit lui-même qu'on oppose trop souvent psychologie individuelle et psychologie sociale, alors que l'étude de l'individu ne réussit que rarement, et dans des cas tout à fait exceptionnels, à faire abstraction des rapports qui existent entre l'individu et ses semblables. Car autrui joue toujours dans la vie de l'individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire, et la psychologie individuelle se présente dès le début comme étant en même temps, par un certain côté, une psychologie sociale, dans le sens élargi, mais pleinement justifié du mot. L'attitude de l'individu à l'égard de ses parents, de ses frères et sœurs, de la personne aimée, de son médecin, bref, tous les rapports qui ont jusqu'à présent fait l'objet de recherches psychanalytiques peuvent à juste titre être considérés comme des phénomènes sociaux. Continuateurs de l'œuvre freudienne, Marie Bonaparte, Anna Freud et Ernst Kress peuvent ainsi souligner le point de vue clairement social de la psychanalyse qui se sépare de la biologie, de la médecine, de la physiologie et de la neurologie de son temps. En s'analysant lui-même, Freud ouvrit la voie à la compréhension des conflits de sa première enfance, ce qui entraîna une modification de ses intérêts scientifiques. En observant de quelle façon les conflits individuels surgissent dans les relations mutuelles entre l'enfant et son entourage, autrement dit, en envisageant les choses du point de vue social, il vit s'atténuer en lui le besoin d'expliquer par des facteurs physiologiques les processus psychologiques. Toutefois, s'il privilégie les relations sociales intrafamiliales, Freud accompagne ce geste sociologique d'une universalisation des formes de relations sociales qu'il analyse. L'amour de la mère chez le petit garçon et la jalousie ou la rivalité vis-à-vis de son père sont immédiatement traduits en un fait universel de la petite enfance. Le complexe d'Oedipe, pensé comme l'un des grands organisateurs universels du psychisme humain masculin. Et le constat est identique pour le complexe d'Electre formulé par Jung. De tels complexes reposent pourtant, comme l'ont bien montré Bronisław Malinowski et Margaret Mead, sur un certain type de structure familiale. Un père puissant, respecté, qui est investi à l'extérieur du foyer et n'intervient que peu dans la vie quotidienne familiale. Une mère dominée par le père, mais qui a tout de même un rôle central au sein de la structure familiale. Un enfant qui, en fonction de son sexe, apprend à aimer et à être attiré par les personnes de l'autre sexe, et qui voit donc en la personne du même sexe un rival ou concurrent potentiel. Et, par ailleurs, le même enfant qui, voyant arriver un petit frère ou une petite sœur, et l'attention de ses parents se détourner de lui, connaît des frustrations et des jalousies à l'égard de ses frères et sœurs. La grande erreur de Freud, écrivait Roger Bastide, a été son biologisme, qui lui a fait croire que ce qu'il avait découvert en psychanalysant des occidentaux du XIXe siècle valait universellement. Le complexe est une formation sociale, par conséquent relative aux diverses civilisations, aux divers milieux sociaux même à l'intérieur d'une civilisation. Ce n'est pas un phénomène de la nature, c'est un fait de la culture. Par ailleurs, s'il réinscrit l'enfant dans sa famille, et plus précisément dans le tissu des relations d'interdépendance familiale, Freud ne caractérise guère les membres de la famille par des propriétés sociales que tout sociologue a appris à considérer comme fondamentales, notamment pour comprendre la nature des transmissions sociales intergénérationnelles. Les pères, mères,
Frères et sœurs n'ont ni diplôme, ni profession, ni âge, ni appartenance nationale, ni confession, ni activité culturelle ou politique. Freud les considère à partir essentiellement du type de troubles psychiques qu'ils peuvent avoir et de leur place dans l'univers familial d'origine ou présent. Non seulement Freud oublie que Oedipe était roi, comme le rappelait Karl Schorsk, mais il néglige toute autre propriété le concernant que son statut familial de fils de Laios et Jocaste. Pas d'appartenance de classe et pas de relation objective d'héritage entre les parents et les enfants. Au lieu d'un père chef d'entreprise et d'un fils héritier, nous avons maintenant un père qui n'est plus que le mari de la mère et un fils rival. Les rapports au père et à la mère, aux frères et aux sœurs ne sont pourtant jamais des rapports socialement hors sol. Ils ont des origines sociales, des professions, des formations scolaires, des caractéristiques confessionnelles, des goûts culturels, des attitudes morales, etc. Et les relations intergénérationnelles sont autant des relations de transmission, de ressources matérielles et immatérielles, que des relations marquées par le désir sexuel, libido sexualis. Inversement, les acteurs sociaux ne naissent évidemment pas dans des classes sociales ou dans des entreprises, mais dans des familles. Ils font l'apprentissage de leur classe dans les relations intimes, affectives, d'identification et de contre-identification, qu'ils entretiennent avec les membres de leur famille et pas de façon abstraite. Sociologues et psychanalystes ne devraient jamais perdre de vue que les acteurs sont indissociablement des êtres de relation et des êtres porteurs de propriétés sociales. L'oubli de nombreuses structures sociales extrafamiliales par Freud et ses disciples s'explique essentiellement par le fait que, d'une part, ils sont concentrés sur des troubles psychiques spécifiques, hystérie, paranoïa, délire de persécution, névroses obsessionnelles, phobiques, d'angoisse, neurasthénie, plutôt que sur des pratiques sociales ordinaires et non pathologiques, et que, d'autre part, leurs patients appartiennent tous à la même classe sociale et au même type de société. L'objet qu'ils examinaient, c'était en premier lieu des malades et des gens sains, appartenant à la société bourgeoise moderne, et même pour la plupart à la classe bourgeoise, chez lesquels par conséquent l'arrière-plan conditionnant la structure familiale était le même, autrement dit constant. Ce qui décidait du destin des existences et introduisait des éléments de différenciation, c'étaient donc les événements personnels, individuels et sociologiquement contingents, reposant sur ce fondement universel. L'objet examiné avait toujours les mêmes traits psychiques, résultant d'une société autoritaire, organisée sur la base de la domination de classe, de la soumission de classe, et du profit d'après des méthodes rationnelles, etc. Ce qui les différenciait, c'était éventuellement le fait que l'un avait un père trop sévère et qu'il avait trop redouté étant enfant. Un autre, une sœur un peu plus âgée, à qui s'adressait tout son amour. Un troisième, une mère qui l'avait attaché à elle de façon si forte qu'il ne pouvait plus désormais se dégager de cette fixation libidinale. Enfin, dans certains textes, Freud peut donner du grain à moudre à une psychologie évolutionniste dont la base empirique reste des plus fragiles. On trouverait dans le rêve certaines impressions de la première enfance du dormeur, devenue inconsciente, du fait du refoulement, mais aussi des matériaux qui n'appartiennent ni à la vie adulte ni à l'enfance du rêveur, et qui font partie de l'héritage archaïque, résultat de l'expérience des aïeux, que l'enfant apporte en naissant
avant même d'avoir commencé à vivre. Ces éléments sont proches des légendes les plus anciennes de l'humanité, ainsi que dans certaines coutumes survivantes. Et le rêve offrirait une source de renseignements applicables sur la préhistoire humaine. L'œuvre de Freud est donc typiquement une formation de compromis, et parfois oscillante, entre la psychologie classique, qui considère les âmes des diverses personnes comme autant d'îles fermées, impénétrables les unes aux autres, et la sociologie des représentations collectives, des institutions cristallisées. Psychanalyse et formule générale d'interprétation des pratiques. À regarder les choses avec un peu de recul, la psychanalyse s'avère utiliser un schéma d'intelligibilité des comportements qui n'est pas si éloigné que cela du schéma dispositionnaliste, contextualiste que j'ai formulé. Elle parle, elle aussi, d'éléments déclencheurs et de contextes de déclenchement, de tendances profondes qui plongent leurs racines dans la petite enfance. Cette similitude dans les modèles théoriques n'est pas un simple effet de culture ou de succès de diffusion d'un mode de raisonnement. C'est le signe que des structures du monde réel sont découvertes peu à peu et que les différents éléments qui permettent de comprendre l'action, les représentations et les sensations des hommes en société sont des éléments qui ont une base empirique. Que le sociologue dispositionnaliste contextualiste et le psychanalyste freudien aient des schèmes d'intelligibilité cousins s'explique par le fait qu'ils butent tous deux sur les mêmes réalités, sur les mêmes lignes de force du réel. C'est donc la structure du réel qui se donne à entrevoir dans la similitude relative de ces différentes approches. C'est l'étude du cas d'hystérie avec Joseph Breuer qui amène peu à peu Freud à établir un lien entre des éléments déclencheurs récents qu'il désigne par le terme de résidu diurne ou reste diurne et un passé incorporé qu'il nomme inconscient et qui est, selon lui, le produit d'un refoulement. Le psychiatre et historien de la psychanalyse Henri Ellenberger a parfaitement établi le lien entre les premiers travaux sur l'hystérie et l'étude sur les rêves. Dans le contenu latent, Freud trouve à titre d'élément constant le résidu diurne, c'est-à-dire tel événement plus ou moins insignifiant vécu le jour précédent. Et de même qu'il avait établi une relation entre le traumatisme de la puberté et une expérience sexuelle anciennement oubliée, Freud trouva qu'il existait également une relation entre le résidu diurne et les souvenirs d'enfance. Parmi les nombreux événements sans signification particulière de la journée, le rêve choisit celui qui présente une relation quelconque avec un souvenir d'enfance. Ainsi, selon l'expression de Freud, le rêve a un pied dans le présent et un pied dans l'enfance. Aux symptômes de l'hystérique correspond le contenu manifeste du rêve et, dans les deux cas, un inconscient vient structurer les comportements ou les représentations présents. L'intérêt de la psychanalyse pour une sociologie dispositionnaliste contextualiste qui s'intéresse aux singularités dispositionnelles individuelles, c'est son champ d'étude, à savoir le psychisme individuel dans toute sa complexité et son échelle d'observation, c'est-à-dire l'échelle individuelle qui permet d'entrer dans le détail des relations sociales interpersonnelles, et notamment des relations intrafamiliales précoces. La psychanalyse s'intéresse principalement au psychisme et à ses pathologies, en s'appuyant sur un dispositif mi-méthodologique, mi-thérapeutique, qui consiste en un type particulier d'échange verbal, la cure analytique. Elle concentre son attention
sur les expériences familiales des individus étudiés, déconnectés des questions de conditions économiques et culturelles d'existence, en accordant une place déterminante dans l'explication des conduites aux premières expériences familiales, et plus particulièrement encore à la dimension sexuelle des expériences. Les comportements d'un individu donné sont donc, pour elle, comme pour la sociologie dispositionnaliste contextualiste, le produit d'une rencontre entre un passé intériorisé sous la forme de traces mnésiques et les nouveaux contextes dans lesquels s'inscrit l'individu. L'Homo psychanalyticus est un être de relation, avec un passé de relations familiales incorporées, mais dont les propriétés économiques, culturelles, scolaires, professionnelles, religieuses, etc., sont éludées. L'interprétation freudienne des comportements repose ainsi sur la formule suivante, qui apparaît comme une variante particulière de la formule générique explicitée précédemment. Le passé familial incorporé et les contextes de relations interpersonnelles présentes communiquent. Et cela aboutit à des comportements. Ou encore, expérience familiale enfantine intériorisée, avec accent mis sur la dimension libidineuse des relations intrafamiliales et contexte de relations interpersonnelles présentes communiquent. Et tout cela aboutit à des névroses, des psychoses, des lapsus, actes manqués, rêves, etc. D'un point de vue sociologique, le modèle psychanalytique d'interprétation des comportements comporte encore d'autres limites que celles déjà mentionnées. Tout d'abord, Freud a tendance à réduire l'expérience passée à des événements clés, au lieu de chercher à reconstruire des séries d'événements relativement analogues et formateurs de schémas d'expérience ou de disposition. Ensuite, la psychanalyse a tendance à dériver vers un certain dispositionnalisme mécaniste, en effaçant le contexte des relations présentes et son rôle actif, et en faisant reposer l'essentiel de l'explication sur le passé familial incorporé. On a alors affaire à un déterminisme linéaire, envisageant seulement l'action du passé sur le présent. Les comportements du patient sont rapportés au seul passé infantile, qui, sans intervention thérapeutique, déterminerait la totalité de son destin. Enfin, la psychanalyse freudienne a su prendre en compte l'importance de la structure familiale dans l'explication des comportements humains, étant donné sa place première, et peu concurrencée par d'autres instances de socialisation à l'époque de Freud, dans la vie des individus. C'est dans cette configuration de relations d'interdépendance que les enfants découvrent la réalité sociale, à travers les schèmes mentaux et comportementaux des membres de leur famille. Mais la focalisation quasi exclusive sur l'expérience familiale dans ses aspects purement interpersonnels, même si elle est considérée comme fondamentalement sociale, conduit vers une cécité concernant les autres cadres de socialisation. Quid de l'école, du groupe de pairs, des institutions religieuses, politiques, culturelles, sportives ou du milieu professionnel au sein desquels les individus poursuivent leur modelage psychique et comportementaux. Malgré ces limites, Freud tente de rendre compte du rêve en articulant la question des éléments déclencheurs du rêve et celle des forces motrices et signifiantes qui donnent au rêve son sens et sa cohérence. C'est sans doute dans l'étude du cas de Dora qu'il est le plus clair dans son schéma d'analyse et s'approche le plus de la formule générale équilibrée d'interprétation du rêve. Un rêve normalement constitué, écrit Freud, se tient pour ainsi dire sur deux jambes, dont l'une s'appuie sur la cause principale et actuelle du rêve, et l'autre
sur un événement déterminant de l'enfance du rêveur. Le rêve établit un lien entre ces deux facteurs, l'expérience vécue dans l'enfance et celle vécue récemment. Il cherche à façonner le présent sur le modèle du passé le plus ancien. Le désir qui crée le rêve provient toujours de l'enfance. Il veut toujours faire renaître l'enfance à la réalité et corriger le présent d'après elle. La formulation du problème souffre toujours d'un certain événementialisme et d'une survalorisation de l'enfance et de l'expérience familiale. Mais l'équilibre recherché est pertinent. Événement déterminant de l'enfance et cause actuelle du rêve communiquent, et cela aboutirait au rêve. Et un peu plus loin dans la même étude, Freud est encore plus pertinent en distinguant ce qui n'est que le déclencheur du rêve, les pensées de la veille qui se poursuivent dans notre sommeil, de ce qui en constitue la véritable force motrice, le désir inconscient, sorte de puissance virtuelle en attente de déclenchement. Il reprend alors la métaphore de l'entrepreneur et du capital qu'il file dans l'interprétation du rêve, pour faire comprendre les rôles respectifs des événements récents vécus par le rêveur et du désir inconscient. Pour le dire à l'aide d'une comparaison, il est tout à fait possible qu'une pensée de la veille joue, pour le rêve, le rôle de l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur qui, comme on dit, a l'idée et l'énergie nécessaires pour les mettre en œuvre, ne peut pourtant rien faire sans capital. Il a besoin d'un capitaliste qui puisse payer la dépense nécessaire à la réalisation de ce projet. Le capitaliste qui fournit la dépense psychique nécessaire au rêve est à chaque fois et sans exception, quelle que soit la nature de la pensée de la veille, un désir provenant de l'inconscient. Désir inconscient, force motrice, et pensée de la veille communiquent. Cela aboutit à un rêve. Comme le capital et l'entrepreneur communiquent et aboutissent au rêve. Freud tâtonne pour savoir ce qu'il doit être articulé et comment il faut l'articuler pour rendre raison du processus onirique. Il essaie toutefois de tenir ensemble le passé incorporé, qu'il réduit, à tort, aux seules expériences vécues d'enfance, et parfois même à des événements du passé infantile, et les éléments récents déclencheurs du rêve, facteurs occasionnants récents. Explication infantiliste. Tout d'abord, le petit bout d'analyse que j'ai dû faire m'a confirmé que les fantasmes étaient les produits d'époques plus tardives qui, en passant du présent, se trouvent rejetés en arrière, vers la première enfance. Sigmund Freud, lettre à Fliess du 3 janvier 1899. La naissance de la psychanalyse. Anna Berman. Freud a eu le mérite de comprendre l'importance de la famille dans la fabrication sociale des individus. Les primes socialisations, les formes d'expérience et de relations de la petite enfance sont fortement constitutives de la personnalité et des orientations ultérieures de l'enfant, qui, toute sa vie, restera marqué par ses expériences d'affection ou de non-affection, d'amour assuré, mal assuré, ou de total désamour, d'attachement ou de détachement par rapport à l'autorité parentale, de rapport de concurrence ou de rivalité avec ses frères et sœurs, etc. Dans la plus complète dépendance à l'égard des adultes qui l'entourent, l'enfant apprend des manières de voir, de sentir et d'agir dans le monde qui forme la base dispositionnelle de ses actions et réactions futures. À partir d'une toute autre psychologie, Jean Piaget n'en reconnaissait pas moins à la psychanalyse
cette découverte du rôle des premières relations répétées et intériorisées sous la forme de schèmes. L'expérience quotidienne déjà, et surtout psychanalytique, montre que les premiers schèmes personnels sont ensuite généralisés et appliqués à bien d'autres personnages. Selon que les premières expériences interindividuelles du petit qui commence à parler sont liées à un père compréhensif ou autoritaire, aimant ou brutal, etc. L'enfant sera ensuite conduit, et même sa vie durant si ces rapports ont marqué toute sa jeunesse, à assimiler toutes sortes d'autres individus à ce schème paternel. Selon le type de sentiment qu'il aura éprouvé à l'égard de sa mère, il sera d'autre part porté, et parfois sa vie durant, à aimer d'une certaine façon, parce que, ici encore, il assimile, en partie, ses amours successives à ce premier amour qui façonne les sentiments profonds et les comportements. Freud rappelle sa découverte de l'importance des primes expériences au cours de la recherche des origines des symptômes névrotiques. On était ramené à des périodes de la vie du malade de plus en plus précoces, et l'on finissait par arriver à ses premières années d'enfance. Il se vérifia ce que les poètes et les connaisseurs de l'être humain avaient toujours affirmé, à savoir que les impressions de cette période toute précoce de la vie, bien qu'elles succombent la plupart du temps à l'amnésie, laissent dans l'évolution de l'individu des traces indélébiles, en particulier qu'elles fixent la disposition à des affections névrotiques ultérieures. Au cours de la cure analytique, dans son comportement transférentiel, le patient revit des relations affectives qui sont issues de ses investissements d'objets les plus précoces, dans la période refoulée de son enfance. Et dans les rêves, Freud croit pouvoir repérer ce qui a été l'excitateur du rêve et issu de la vie d'enfance. Si Freud a eu raison de mettre l'accent sur ce temps d'expérience, il a eu néanmoins tort de circonscrire les influences socialisatrices à cette période de la vie, comme si, entre l'adulte venant consulter le psychanalyste et les événements de la petite enfance, rien ne s'était véritablement passé, sinon la répétition des mêmes schémas d'expérience, des mêmes types de relations, des mêmes types de réactions. Pourtant, toute leur vie durant, les individus se forment et se transforment à travers les multiples expériences et les multiples relations qui ne se limitent pas à celles qui sont d'ordre familial. Sociabilité amicale, expériences scolaires, professionnelles, religieuses, politiques, culturelles, sportives, etc. Tout a contribué à reproduire ou infléchir, répéter ou modifier les dispositions premières. Et les problèmes à affronter, les préoccupations et les centres d'intérêt se déplacent aussi tout au long de la vie, en fonction des nouvelles situations, des nouvelles configurations, des moments dans le cercle de vie, etc. On peut donc reprocher à Freud un certain déterminisme infantile, qui néglige le fait que si les expériences de la petite enfance sont au principe de la manière dont sont vécues les expériences ultérieures, elles ne cessent en même temps de se remodeler au fur et à mesure des expériences nouvelles. Ce ne sont jamais les premières expériences qui sont exclusivement déterminantes, et encore moins quelques événements ou quelques scènes clés de la petite enfance, mais l'ensemble plus ou moins cohérent des séries d'expériences relativement analogues. Impossible de faire du complexe d'Oedipe la clé de la condition humaine, ni de faire d'expériences infantiles isolées des déterminants qui agiraient directement sur le présent, sans passer par la série des expériences similaires qui se sont succédées. La critique de l'explication par les seules expériences infantiles
a été très bien formulée par Erich Fromm. Avant Freud, on ne prenait pas conscience de l'influence importante qu'avaient les expériences de l'enfant, et particulièrement du tout jeune enfant, sur l'évolution de son caractère, et, par conséquent, sur l'ensemble de sa destinée. Pour la première fois, on a commencé à prendre au sérieux l'enfant lui-même, et ce qui peut lui arriver. Si sérieusement même, qu'on a cru avoir découvert dans la première enfance la clé de toute l'évolution des individus. Cette insistance sur le rôle de la petite enfance a eu pour corollaire une sous-estimation du poids des faits ultérieurs dans l'interprétation des conduites. Fromm se démarque de Freud, en affirmant notamment que le contenu d'un rêve n'est pas nécessairement de nature infantile. Pour le rêve, comme pour n'importe quel autre symptôme ou formation de compromis, Freud a rapidement considéré, en effet, que tout plongeait ses racines dans la période infantile. S'il reste parfois prudent dans l'interprétation du rêve, 1900, en disant que la vie d'enfance est l'une des sources où le rêve tire le matériel appelé à être reproduit, son propos perd toute nuance lorsqu'il affirme dans ses cours de 1916-1917 : non seulement nous avons trouvé que les matériaux dont se composent les événements oubliés de la vie infantile sont accessibles aux rêves, mais nous avons vu en outre que la vie psychique des enfants, avec toutes ses particularités, avec son égoïsme, avec ses tendances incestueuses, etc., survit dans l'inconscient pour se révéler dans le rêve et que celui-ci nous ramène chaque nuit à la vie infantile. Ceci nous est une confirmation que l'inconscient de la vie psychique n'est autre chose que la phase infantile de cette vie. Comme à son habitude, Freud est dans l'excès de généralisation lorsqu'il prétend que les tendances qui se manifestent dans les rêves ne sont que des survivances infantiles, qu'un retour au début de notre développement moral. Le rêve nous transformant pour ainsi dire en enfant au point de vue de la pensée et du sentiment. Dans les moments où la généralisation est à son fait, Freud va jusqu'à dire que tous les rêves sont des rêves infantiles, travaillant avec des matériaux infantiles, des tendances et des mécanismes infantiles, et que le souhait qui trouve sa présentation dans le rêve ne peut être qu'un souhait infantile. Au lieu de corriger cette interprétation infantiliste, les psychanalystes qui ont succédé à Freud ont parfois accentué cette tendance. C'est ainsi que le cofondateur de la Société française de psychanalyse, René Alendi, s'appuyant sur Freud et sur le traumatisme de la naissance, d'Otto Rank, appelait à rechercher les racines infantiles du rêve qui, selon lui, remontent plus loin encore que le sevrage. À la suite de quoi, il donne des exemples, parfaitement improuvables, de rêves intra-utérins, qui peuvent comporter ou non la représentation du passage difficile et angoissant de l'accouchement. Explication sexualiste. Le fait est connu, et parfois caricaturé. L'anthropologie freudienne fait du désir sexuel, libido sexualis, le principal moteur de l'action humaine. Comme la théorie univoque de l'Homo economicus, qui ne voit que de l'intérêt économique dans toutes les conduites humaines, l'Homo psychanalyticus est centré sur sa libido sexualis. Les autres formes de libido ne sont, au fond, pour Freud, que des façons sublimées d'assouvir des pulsions de nature sexuelle. Par exemple, l'impulsion qui pousse à la connaissance prend sa source dans la curiosité sexuelle infantile, c'est-à-dire dans le désir de chacun de savoir d'où viennent les enfants et quel rôle jouent le père et la mère.
Mais si Freud en fait un principe biologique d'explication générale, tous les rêves sont peu ou prou rapportables, selon lui, à des désirs sexuels inassouvis. Paradoxalement, on le voit très gêné d'avoir à traiter directement de la question de la sexualité lorsqu'elle s'impose dans les rêves. Tout se passe comme si Freud écartait les rêves à contenu sexuel manifeste pour pouvoir préserver la pureté ou la force de son modèle interprétatif qui repose sur un sexuel refoulé. Le sexuel est un principe explicatif central, mais n'est pas à proprement parler un objet que le psychanalyste interroge. Avant le rêve, c'est l'hystérie de jeune femme dont il souligne les origines sexuelles. Et d'abord, de concert avec Joseph Breuer, c'est à la sexualité, source de traumatisme psychique et facteur motivant du rejet et du refoulement de certaines représentations hors du conscient, qu'incombe qu'incombe, dans la pathogénèse de l'hystérie, un rôle prédominant. Les cas d'hystériques comme Dora montrent à la fois les rapports de domination qui font que les jeunes filles sont l'objet de séduction masculine, la chape de plomb de la société qui pèse sur les questions sexuelles, et en même temps l'omniprésence de la question sexuelle dans la vie de jeunes filles de la bourgeoisie. Dans le cas de Dora, elle est très tôt informée des questions sexuelles par une gouvernante qui lisait des livres sur le sujet. Qu'elle soit désirée, imposée ou empêchée, la sexualité sature l'univers de Dora. Elle a 18 ans quand son père, un grand industriel, l'incite à suivre une cure auprès de Freud en 1889. Elle a raconté à ses parents une tentative de séduction, qu'on qualifierait aujourd'hui de harcèlement sexuel, de la part de Monsieur K. Ce dernier a tout d'abord tenté de l'embrasser dans son magasin alors qu'elle n'avait que 14 ans, et elle s'est enfuie. Il lui a fait des avances lors d'une promenade au bord du lac, et elle l'a giflé, puis s'est sauvée. En visite avec sa famille chez les K, Dora le trouve dans sa chambre debout devant elle à son réveil, et ne parvient pas à préserver son intimité, car la clé de sa chambre a mystérieusement disparu. Mais le père de Dora croit qu'il s'agit d'un simple fantasme sexuel. Monsieur K nie avoir tenté de séduire Dora, et personne n'accorde finalement de crédit à son récit, ce qui l'amène à développer des symptômes d'hystérie. Dyspnée, toux nerveuse, aphonie, dépression, etc. Redoublant symboliquement la domination masculine dans son interprétation, Freud prête à sa jeune patiente du désir pour Monsieur K, alors qu'elle ne cesse de dénoncer les assauts dont elle est victime. Il met en parallèle notamment la situation de son père se tenant debout devant son lit lorsqu'elle souffrait d'énurésie, vers l'âge de 7 ou 8 ans, et la situation de Monsieur K, se tenant debout devant son lit. Mouillée par l'urine dans un cas, elle le serait par le désir dans l'autre. La mère, quant à elle, peu instruite et effacée, est délaissée sexuellement par son mari et reporte toute son énergie dans la tenue obsessionnelle de sa maison. Elle délaisse affectivement à son tour ses enfants et rend la vie familiale assez difficile à vivre. Les cas sont des amis de la famille de Dora. Le père de Dora, malade de la tuberculose, a fait la connaissance de la famille K à Merano et entretient depuis lors une relation adultère avec Madame K, une très belle femme d'origine italienne. S'il est exact, écrit Freud, que les causes de l'affection hystérique se trouvent dans l'intimité de la vie psychosexuelle des malades et que les symptômes de l'hystérie sont l'expression de leurs désirs les plus secrets et les plus refoulés, alors l'exposition est un cas d'hystérie. Alors l'exposition d'un cas d'hystérie ne peut faire autrement que dévoiler ses choses intimes et trahir ses secrets.
Il est persuadé que non seulement l'hystérie, mais plus largement l'ensemble des névroses, ont des causes sexuelles. Pour lui, les motions affectives, à l'œuvre derrière les phénomènes de la névrose, sont de manière régulière de nature sexuelle. Il s'agit de conflits sexuels actuels ou des répercussions de vécus sexuels antérieurs. Il écrit à Bleuler le 22 février 1925 : « Je suis fermement convaincu que la sexualité est l'étiologie spécifique des névroses, et, en ce sens, je suis bel et bien convaincu du caractère exclusif de l'étiologie sexuelle. » Freud va donc généraliser ses premiers résultats, pas brutalement, mais successivement, et en niant à l'occasion sa focalisation sur le sexuel quand on la lui reprochait. Les historiens Lydia Marinelli et Andreas Mayer montrent bien que dans la première version de l'interprétation du rêve, le rêve oedipien n'était pas encore le rêve typique par excellence, et Freud n'avait pas qualifié le désir onirique comme étant exclusivement sexuel. Sa célèbre formule « Le rêve est l'accomplissement déguisé d'un désir réprimé, refoulé » laissait délibérément ouvert ce que pouvait être le contenu du désir. Dans la toute première édition de son livre, le désir pouvait être de différents ordres, et c'est seulement dans la troisième édition que Freud ajoute une note sur l'importance du matériel sexuel infantile. Mais le sexualisme de Freud va aller grandissant, et c'est seulement 20 ans après que l'étude des rêves d'accident dans la névrose traumatique amena Freud à restreindre la fonction du rêve en tant qu'accomplissement de désir, dans son fameux « au-delà du principe de plaisir ». Freud a beau s'en défendre, c'est lui-même qui a contribué, avec ses proches, Otto Rank notamment, à restreindre son interprétation autour du facteur sexuel. Dans son interprétation du rêve, c'est lui qui dit à propos d'une série de rêves innocents que c'est le facteur sexuel qui se signale de la façon la plus frappante, comme le motif de la censure. Lui encore, qui rapporte sans preuve ses rêves à des actes sexuels réprouvés durant l'enfance, qui affirme que les machineries et appareils compliqués des rêves renvoient aux organes génitaux, qui fait des objets longs et fermes tels que parapluies, troncs d'arbres, barres, cannes, armes telles que poignards, couteaux ou piques des symboles de pénis, et des objets tels que coffres, boîtes, cavernes, chapelles et armoires, des substituts du vagin, ou qui ramènent l'impression de déjà-vu dans les rêves à l'organe génital de la mère, écrivant même que ça renvoie toujours à l'organe en question. C'est lui enfin qui interprète les hauts et les bas des rêves en niant toute dimension sociale, hiérarchique, associant en bas aux organes génitaux et en haut à la bouche, au visage ou au sein. Et dans Sur le rêve, qui est une sorte d'abrégé des thèses de l'interprétation du rêve, publié un an plus tard, en 1901, il poursuit cette réduction. Celui qui s'en tient à la thèse de la censure comme motif principal de la déformation du rêve ne sera pas déconcerté d'apprendre, comme cela ressort de l'interprétation du rêve, que l'analyse ramène la plupart des rêves faits par des adultes à des désirs érotiques. L'analyse montre qu'un très grand nombre d'autres rêves, qui ne trahissent rien d'érotique dans leur contenu manifeste, sont démasqués au travail de l'analyse comme des accomplissements de désirs de caractère sexuel, et que, d'autre part, un très grand nombre de pensées laissées de côté par l'activité mentale de l'état de veille, en tant que reste diurne, ne parviennent à être figurées dans le rêve qu'avec l'aide de désirs érotiques refoulés.
Pour expliquer cet état de choses, que rien ne postule théoriquement, soulignons qu'aucun autre groupe de pulsions n'a subi, du fait des exigences de l'éducation conduisant à la vie civilisée, une répression aussi importante que les pulsions sexuelles, mais aussi que, chez la plupart des individus, les pulsions sexuelles s'entendent le mieux à se soustraire à la domination des plus hautes instances psychiques. Ainsi, tout dans le rêve le plus anodin peut être le symbole des parties du corps et des activités marquées d'un intérêt érotique. Avant les sciences sociales, ce sont des psychologues et même des psychanalystes qui ont marqué leur distance à l'égard du sexualisme de l'explication freudienne. Théodore Flournoy, psychologue genevois, critique Freud en 1907 sur cette question. Pour lui, le rêve n'exprime pas seulement des désirs, comme l'affirme Freud, mais toutes nos tendances. Il critique le fait de ne s'intéresser qu'aux rêves liés au refoulement de choses indicibles ou désagréables, notamment dans le registre sexuel, et considère que les bases d'interprétation proposées par Freud sont trop étroites. C'est ce qui émotionnellement nous travaille, qui peut faire l'objet de rêves. Mais le sexe n'est pas le seul motif d'émotion. Toutes les choses qui font peur, angoissent, inquiètent, bouleversent, attristent ou enthousiasment peuvent donner lieu à des rêves. De même, le psychiatre suisse Eugen Bleuler, qui s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse et a longtemps correspondu avec Freud, déclare dans une conférence donnée à Zurich en 1912 que la signification essentiellement sexuelle de l'inconscient comme lieu des désirs infantiles refoulés était une théorie trop étroite et en outre sans nécessité. C'est encore Yves Delage qui, en 1920, critiquait l'apriorisme de Freud et sa tendance à la généralisation. Freud et ceux qui ont emboîté le pas derrière lui me paraissent victimes d'une sorte de psychose qui leur fait rechercher partout, jusque dans les conditions les plus invraisemblables, l'influence sexuelle sur toutes nos pensées et nos actions. L'importance de ce facteur a beau être fort grande, il est abusif de tout ramener à lui a priori de façon systématique. En dépit de ses connaissances approfondies, de son travail, de sa riche documentation et de sa pénétration, Freud restera le type d'un esprit faux qui, asservi à des conceptions systématiques, s'est laissé entraîner à attribuer un caractère universel à un facteur qui ne s'applique qu'à des cas particuliers, ce qui l'a conduit à torturer les faits et les explications pour les faire cadrer avec son idée préconçue. Il a attribué à la mentalité humaine une déformation tératologique dont il était la principale victime. Alfred Adler aussi, rompant avec Freud à partir de 1911, critiqua sa tendance sexualiste. Car expliquer tout ce qu'on ne comprend pas par des symboles sexuels, pour en déduire que tout résulte de la libido sexuelle, ne résiste pas à une critique sensée. En s'efforçant de regrouper les manifestations psychiques autour de l'unique principe directeur qu'il reconnaît, la libido sexuelle, Freud devrait inévitablement se tromper. Enfin, on citera la critique d'Erich Fromm qui pense, lui aussi, que Freud réduit trop souvent tous les désirs à leur dimension sexuelle. Désir incestueux, peur de la castration, etc. Fromm reconnaît à Freud d'avoir compris l'attachement puissant de l'enfant à sa mère, ou à un substitut maternel. C'est ce lien de totale dépendance alimentaire comme affective qui fait que, sans son aide, il mourrait, sans sa tendresse, il deviendrait un malade mental. C'est elle qui lui a donné la vie, et c'est elle que sa vie dépend. Et c'est d'elle que sa vie dépend. On peut aussi enlever la vie
en refusant de remplir ses fonctions maternelles. Mais ce que Fromm reproche à Freud, c'est d'attribuer à l'attachement à la mère une nature essentiellement sexuelle, alors qu'il est dû à la protection maternelle et au sentiment de sécurité de l'enfant. Fromm conteste aussi l'interprétation par Freud du mythe d'Oedipe, en disant que ce n'est pas le désir sexuel, mais l'un des aspects fondamentaux des relations interpersonnelles, l'attitude envers l'autorité, qui est tenu pour le thème central du mythe. Freud projette sur le mythe, comme sur les rêves qu'il interprète, une grille sexuelle. Or, pour Fromm, le mythe peut être compris non comme le symbole d'un amour incestueux d'une mère et de son fils, mais comme le symbole de la révolte d'un fils contre l'autorité du père dans la famille patriarcale. Et du coup, le mariage d'Œdipe et de Jocaste n'est qu'un élément secondaire, n'est que l'un des symboles de la victoire du fils prenant la place du père, et, ce faisant, s'appropriant tous les privilèges qui s'y attachent. Le conflit père-fils a sa logique propre. Et si le fils veut tuer le père, ou le déteste, c'est parce que ce père le domine, l'opprime, l'écrase ou le contrôle. Que l'on soit dans le cas du rapport mère-fils ou dans celui du rapport père-fils, on a affaire à des rapports de dépendance et de pouvoir. L'amour-dépendance avec la mère et l'autorité-dépendance avec le père. Et si Freud a nié à plusieurs reprises, contre toute évidence, la réduction au sexuel de l'explication qu'il proposait des symptômes névrotiques comme des rêves, les psychanalystes qui viendront après lui auront parfois moins d'hésitation à tout sexualiser. Dans l'évolution de la psychanalyse freudienne orthodoxe, la sexualité infantile est toujours la pierre angulaire du système, écrit Erich Fromm. Ainsi, du psychanalyste et ethnologue d'origine hongroise Géza Roheim, qui dans un livre consacré aux rêves développe sa vision sexualisée des faits oniriques, tout n'est pour lui que symbole des organes génitaux, des poils pubiens, des seins, de l'acte de masturbation ou de l'orgasme. D'un rêve tel que « Je saute d'un rocher afin de sauver un enfant qui se noie dans l'océan. Quand j'arrive à lui, je m'aperçois que ce n'est qu'une poupée. Je le vois alors sur la plage, sain et sauf. » Il livre l'interprétation suivante. L'océan dans lequel il se jette, c'est le vagin de sa femme. La silhouette qui danse sur les flots, c'est le corps phallique. Le rêve signifie le coït. La régression utérine est la naissance sur la plage. De même, le cofondateur de la Société psychanalytique de Paris, en 1926, René Allendy, multiplie les exemples d'interprétations sexuelles univoques des rêves, dans un ouvrage par d'ailleurs très détaillé. Chaque rêve est écrit, contextualisé, accompagné des associations faites par le rêveur et interprétées. Un baril allongé symbolise le phallus paternel et la virilité qu'il faut intégrer. Monter en avion signifie la réalisation sexuelle. Le chiffre 6 a une signification phallique. Quand il est 6 heures, les aiguilles sont disposées verticalement sur le cadran. Image également phallique. Et le mot 6 s'apparente par assonance à sexe. L'arbre enfonçant ses racines dans la terre est une image sexuelle. Les rêves de vol, de lévitation, ont une signification érotique. La porte, le seuil à franchir, l'ouverture évoque généralement la pénétration dans l'acte sexuel. L'élévation, l'ascension, marquent en général le désir sexuel et l'escalier, l'acte sexuel. And so on and so forth.
Plutôt que vers l'explication monocausale, ce vers quoi nous devons tendre aujourd'hui, c'est un modèle pluriel des désirs, socialement constitués. Il y a, au fond, autant de types de désirs, ou d'intérêts possibles, que de dimensions sociales explorées par les êtres humains, sexuels, affectifs, corporels, techniques, cognitifs, moral, esthétiques, politiques, guerriers, religieux, économiques, etc. Par exemple, il, il y a autant de manifestations dans la réalité sociale comme dans les rêves du désir de dominer, libido dominandi, que du désir sexuel, libido sexualis. Et s'il y a de la domination dans le sexuel, elle ne peut toutefois pas s'y réduire. Dans un rêve présenté et interprété par René Alendi, on voit comment ce qui est en jeu, ce sont les luttes et concurrences pour la reconnaissance professionnelle, même si l'on peut évoquer, comme le fait ici l'analyste, la virilité du rêveur. Un jeune avocat rêve qu'une nouvelle guerre a éclaté. Il se trouve au bureau de recrutement avec un collègue de son âge et constate avec satisfaction qu'il est sous-lieutenant alors que le collègue est simple soldat. Quand on sait que le rêveur a envié son collègue pour des succès remportés à la conférence des avocats, le rêve prend un sens très net, celui de rétablir la supériorité à son profit en usant d'un avantage militaire. La guerre figure l'idée de concurrence professionnelle et la nécessité d'être actif et viril. Dans l'exemple précédent, notamment, le rêveur ne désirait nullement la guerre. Il ne le réalisait que comme un symbole de concurrence et un prétexte de supériorité. Les rêves étant l'expression des préoccupations des rêveurs, ils révèlent la diversité des préoccupations humaines et ne se laissent par conséquent pas réduire à la dimension sexuelle des expériences. Norbert Elias a souligné l'existence de toutes sortes de liaisons émotionnelles, sans nulle tonalité sexuelle. La dépendance élémentaire de l'individu, fondée dans la constitution biologique, ne se limite pas à la satisfaction des besoins sexuels, car les hommes ont aussi besoin les uns des autres pour toute une gamme de satisfactions affectives, qui ne se ramènent pas à la libido sexualis. Pour lui, le psychisme de chaque être humain se présente comme une configuration de valences, de nature très différentes, et qui peuvent s'accomplir ou se fixer durablement ou de façon éphémère dans des relations interpersonnelles ou des types d'activités très variés. Cette configuration personnelle des valences cousine dans l'esprit de ce que j'appelle un patrimoine individuel de dispositions et de compétences, prend sa première forme dès la petite enfance, au sein de la structure familiale. Elle est donc à l'origine très dépendante des types de relations et d'activités, historiquement et socialement très variables, qui s'instaurent dans la famille, puis continuent à se former et à se déformer en fonction des relations d'interdépendance et des situations vécues. Avec une telle notion, on passe ainsi d'une libido sexualis ou d'une valence sexuelle omniprésente à une pluralité de libidines ou de valences. Les hauts et les bas du rêve, sexualité et domination. Rêver qu'on vole en s'éloignant peu de la terre et en restant droit est bon pour qui a eu ce rêve. Plus en effet on s'éloigne de la terre, plus on s'élève au-dessus de ceux qui marchent en bas. Or, nous nommons toujours plus élevés les plus riches. Voler avec des ailes est bon également pour tous. Les esclaves d'une part, après ce rêve, sont affranchis, puisque tous les volatiles sont indépendants et n'ont pas de maître.
Les pauvres, d'autre part, se procureront des richesses, car de même que les richesses portent les hommes, de même les ailes des oiseaux. Quant aux riches et aux puissants, ce rêve leur assure des magistratures, car de même que les volatiles sont au-dessus des êtres pédestres, de même les magistrats au-dessus des simples citoyens. Artémidore, la clé des songes. Après avoir travaillé sur la domination structurelle, s'interroger sur la domination intériorisée qui structure nos représentations jusque dans nos rêves me paraît une suite logique, et même une nécessité. La domination observée à l'état déplié dans les institutions, les interactions, les structures inégalitaires, etc., ne va pas sans domination à l'état plié dans les schèmes de perception intériorisés par les individus. Si nos représentations mentales, conscientes ou inconscientes, sont structurées par des rapports de pouvoir, le rêve doit pouvoir témoigner de l'existence de tels rapports. Le monde social, qui est tramé par des rapports de domination et des luttes pour le pouvoir de nature variée, pénètre nécessairement le monde onirique. C'est en tout cas l'hypothèse que je propose de valider en ouvrant ce chantier d'étude. Les sujets rêvent au pouvoir et de pouvoir, de celui qu'ils exercent sur les autres ou de celui qui s'exerce sur eux. Ils mettent en scène dans leurs rêves des figures du pouvoir et des relations de pouvoir, des personnes qui dominent et d'autres qui sont dominées. Et comme le rêve procède sémiotiquement avec ses propres moyens, essentiellement visuels, le rêve peut figurer la domination par des dispositions spatiales et des mouvements du corps. Être en haut ou être en bas, regarder en haut ou regarder de haut, monter, s'élever, faire une ascension ou chuter, tomber en bas, avoir l'ascendant sur, être au-dessus ou en dessous de, avoir le dessus ou avoir le dessous, être sous la responsabilité ou la direction de. Il y a aussi les sommets, les hauts lieux et les trous, les bas-fonds et les caves. Or, de tout cela, Freud n'a voulu voir que la dimension sexuelle, et cette réduction sexualiste des rapports de domination était d'autant plus aisée à opérer que les rapports sexuels engagent, eux aussi, des rapports de domination. Mais projeter sur l'ensemble des rapports de domination une dimension sexuelle, c'est profiter de l'homologie des situations en utilisant le langage d'un univers spécifique de pratiques sexuelles pour parler de tous les univers de pratiques existants, qui ont pourtant leur logique propre de fonctionnement. On verra ainsi à travers de nombreux exemples de rêves comment les questions de pouvoir, de hiérarchie et de domination qui structurent l'expérience sociale à l'état éveillé au sein de la famille, dans l'univers professionnel ou dans l'espace social global, trouvent à s'exprimer dans les rêves métaphoriquement, par des oppositions spatiales ou plus directement par le recours à des marqueurs sociaux de distinction, de hiérarchie ou de pouvoir. Les nombreux exemples pris montreront que la dimension politique des oppositions entre le dessus et le dessous, le supérieur et l'inférieur, le haut et le bas, etc., n'est pas réductible à la dimension sexuelle de l'opposition entre le masculin et le féminin, et que le désir de dominer, d'avoir ou de prendre le dessus, ou inversement, la crainte d'être humilié, dominé, méprisé, ou de chuter, hante les rêves des rêveurs, les rêveuses et rêveurs. La famille, le pouvoir et le sexe.
Si le pouvoir apparaît bien aussi structurant que la sexualité, les deux n'étant pas indistincts, c'est que les relations primaires ou premières entre parents et enfants sont des relations de pouvoir, et que, quelle que soit leur douceur ou l'affection dont elles sont teintées, elles contribuent d'emblée à faire des sujets humains des êtres originellement et durablement dépendants des adultes et de leur autorité. Après le père et la mère viennent le maître ou la maîtresse, le professeur, l'entraîneur, le médecin, le policier, le chef de bureau ou d'équipe, le directeur ou la directrice de ceci ou de cela, l'empereur ou l'impératrice, le roi ou la reine, le président ou la présidente, etc. Freud a clairement interprété les rêves de roi et de reine comme des rêves mettant en scène père et mère, mais le fait qu'il s'agisse de figures de l'autorité et du pouvoir n'a pas été suffisamment mis en exergue. Ce n'est pour lui qu'un voile d'apparence sociale qui cache la vérité familiale se tramant derrière la comédie sociale en jeu dans le monde du rêve. Le prosaïquement social ne l'intéresse que comme symbole des relations intrafamiliales. Tout se passe comme s'il refusait de considérer le contenu social manifeste du rêve, parce qu'il était persuadé que derrière ce théâtre de marionnettes, les vrais acteurs sont la mère, le père, les enfants et leurs relations gouvernées par une économie libidineuse inconsciente. Mais au lieu de choisir son camp, celui de l'interprétation psychanalytique familialiste, versus celui de l'interprétation plus politique et institutionnelle, il faut s'efforcer de tenir ensemble des expériences qui entrent en résonance dans l'esprit d'un sujet qui les a toutes vécues, et dans un ordre tel que, excepté pour les enfants de rois et reines qui font d'emblée l'expérience de l'identification du père et du roi, de la mère et de la reine, les figures institutionnelles du pouvoir se présentent généralement dans l'histoire des sujets comme des analogones des figures de pouvoir primordiales. Comme l'écrivait Pierre Bourdieu, l'histoire individuelle, dans ce qu'elle a de plus singulier et dans sa dimension sexuelle même, est socialement déterminée. Ce que dit très bien la formule de Karl Schorsch, Freud oublie qu'Oedipe était un roi. Freud sait très bien que la dépendance à l'égard des parents ou le pouvoir qu'ils exercent sur leurs enfants ne sont pas les seuls types de rapports qui engagent des formes de domination. Les rivalités, concurrence, oppression, jalousie, maltraitance structurent aussi les rapports entre frères et sœurs, et au-delà, avec les camarades de jeu ou d'école, etc. Le père domine le plus souvent la mère. Les parents dominent leurs enfants. Les garçons se sentent les rivaux de leur père et les filles de leur mère. Les enfants voient arriver leurs petits frères et sœurs avec la crainte qu'ils ne volent l'attention, l'amour ou le soutien de leurs parents, et ainsi de suite. Et Freud est aussi en mesure de repérer parfois dans les rêves des structures sociales hiérarchiques de type haut-bas, mais il en donne alors une interprétation en termes de fantaisie au contenu sexuel. Le cas intitulé Un beau rêve est assez révélateur à cet égard. Le rêve est structuré par les oppositions, ceux d'en haut, ceux d'en bas, être en haut, être en bas, premier étage, parterre, riche, pauvre, modeste, monter, descendre, qui se superposent à l'opposition frère, rêveur. À l'aide des associations faites par le rêveur, Freud parvient à comprendre qu'une partie du rêve emprunte son scénario à une pièce de théâtre vue la veille, et qui mettait en scène la vie d'une fille qui a des relations avec des personnes haut placées,
de la haute société, qui monte, puis qui tombe de plus en plus bas. La rue X du rêve, dans laquelle il y a une modeste auberge-pension, n'est autre que la rue où habite une actrice avec qui le rêveur a eu une liaison. Or, quand il était venu la voir lors d'un été, il avait dû descendre dans un hôtel miteux du quartier où il avait craint d'avoir attrapé la vermine, le cocher lui disant que ce n'était pas un hôtel, mais une simple auberge relais. Par ailleurs, Freud note l'inversion du rapport haut-bas concernant le rêveur et son frère. Alors que dans le rêve, le frère est en haut, dans la vie réelle, il est plutôt en bas, ayant perdu sa position sociale. Le rêve est donc saturé de références à des questions hiérarchiques, jusqu'à la référence au roi d'Italie contre lequel le rêveur profère des insultes à la fin de son rêve. Difficile pour le lecteur contemporain, sans plus d'informations que celles fournies par Freud, de comprendre tous les aspects du rêve. On aimerait par exemple savoir quel rapport le rêveur entretient avec son frère, pour le placer en position dominante dans son rêve. Mais l'interprétation sexuelle du rêve par Freud ne fait guère de place à l'ensemble des indices qui évoquent une structure sociale de domination. Dans ce rêve comme dans d'autres, pour Freud, le haut et le bas, l'action de monter comme celle de descendre, renvoient de façon évidente et univoque à des dimensions sexuelles. Marche, échelle, escalier, en l'occurrence le fait de s'y déplacer, et ce aussi bien vers le haut que vers le bas, sont des présentations symboliques de l'acte sexué. De même, en bas renvoie aux organes génitaux, et en haut à la bouche, au visage ou au sein. Comment oublier pourtant que le haut et le bas sont des marqueurs de pouvoir et d'importance. Monter et descendre peuvent certes renvoyer à l'acte sexuel, mais aussi à des élévations, ascension, montée, et à des déclins, chutes, descentes, sociaux. Dominer ou être dominé. Dès 1851, le philosophe et archéologue français Antoine Charmat notait pourtant l'existence de rêves de puissance qui pouvaient, par exemple, se traduire oniriquement par des écarts positionnels entre un rêveur qui plane ou qui vole et ceux qui rampent. Façon imagée de dire, au fond, que la vanité, la haute estime de soi ou l'orgueil donnent des ailes, comme dit l'expression. Vous laissez-vous aller à un mouvement d'orgueil qui vous élève dans votre estime au-dessus de ceux qui vous entourent? Les gerbes de vos frères s'inclineront devant la vôtre. Ou bien vous planerez dans les airs, tandis que la foule dont vous vous détachez rampera humblement sur la terre. Ou encore, quant à cette faculté que nous donne parfois le sommeil de nous soutenir et de nous mouvoir dans l'air, de nombreuses expériences, faites sur moi d'abord et ensuite sur quelques personnes dont les confidences me sont d'autant moins suspectes qu'elles ne soupçonnaient pas les conséquences que j'en pouvais tirer, m'ont démontré que c'était bien la vanité satisfaite dans le jour qui, la nuit, nous donne des ailes et nous élève physiquement au-dessus de nos semblables. Après sa rupture avec Freud, le médecin et psychothérapeute autrichien Alfred Adler développe une psychologie individuelle qui se révèle beaucoup plus sensible à la dimension sociale et politique des rêves. Il écrit par exemple en 1933 les rêves où il est question de chute, et ce sont certainement les plus fréquents de tous, indiquent que le rêveur est inquiet, a peur de perdre le sentiment de sa valeur, mais démontre en même temps par une représentation spatiale que le rêveur a l'illusion d'occuper une haute situation.
Rêver de voler en l'air traduit chez des sujets ambitieux leur lutte pour atteindre un niveau supérieur, pour réaliser quelque chose qui les élève au-dessus des autres êtres humains. Ce rêve est souvent accompagné d'un autre où il est question de chute, comme pour mettre en garde le rêveur contre une attitude ambitieuse et risquée. Encore une dimension sociale du rêve de vol que Freud ne percevait pas. Pour lui, le vol renvoyait à des pratiques familiales de jeu avec les petits-enfants, consistant à les faire voler. Quel oncle n'a pas fait déjà voler un enfant en traversant la pièce avec lui à toute vitesse, les bras étendus, ou jouer avec lui à tomber en le balançant? Il est possible, en effet, que les rêves de vol ou de chute proviennent de là. Mais ces rêves ont des significations associées difficiles dans certains cas à éluder. Rêves de toute puissance, de domination, de survol, d'assurance, de facilité et de légèreté joyeuse. Adler associe la dimension individuelle, ontogénétique, et la dimension collective et structurale. Chaque individu fait l'expérience de gagner en reconnaissance et en dignité, en passant de l'état d'enfant rampant à enfant qui marche sur ses deux pieds et qui cesse d'être en bas et de se traîner par terre. Sur la base de cette expérience première, déjà structurée par des rapports sociaux de domination, ce sont des adultes socialisés qui inculquent à l'enfant le sens de ce qui est bien et mal, digne et indigne, correct et incorrect, etc. Viennent progressivement se greffer ou s'accrocher des significations sociales. Il se forme nécessairement dans l'esprit de chaque individu, dès sa première enfance, une association étroite entre le haut, purement spatial, et toutes les autres supériorités, morales, intellectuelles, etc. Nous en avons une preuve frappante dans la conduite des petits enfants qui, lorsqu'ils sont en colère, se jettent par terre, cherchent à se salir, et tout cela pour imposer leur volonté aux parents, révélant ainsi qu'ils ont l'intuition de l'analogie symbolique qui existe entre le fait d'être en bas et les actes défendus, malpropres, condamnables. Cette catégorie haut-bas, dont chacun des termes est dans l'esprit humain inséparable de l'autre, implique aussi bien chez l'homme normal que chez le névrosé des suites d'idées qui expriment une opposition entre défaite et victoire, entre triomphe et infériorité. Adler souligne l'analogie entre la supériorité spatiale et la supériorité morale, et rappelle que beaucoup de visions religieuses reposent sur une opposition entre le haut et le bas. Le rêve privilégiant l'aspect visuel du récit, toute action et toute signification doivent être traduites spatialement. Souvent, ce désir d'être en haut s'exprime d'une façon très imagée. Et cela aussi bien dans les symptômes que dans les rêves. Course à pied, élévation dans les airs, ascension de montagne, montée d'un escalier, retour à la surface de l'eau après un plongeon, etc. Tandis que le bas est représenté symboliquement par une chute, un mur de prison, par des obstacles de toutes sortes, par des retards faisant manquer un train, etc. Bref, par tout mouvement rétrograde et descendant. Adler écoute les propos de ses patients avec une attention particulière à ces oppositions entre le haut et le bas, et sans les rapporter exclusivement aux significations sexuelles qu'elles peuvent revêtir. Ainsi, à propos d'une patiente qui essaie de lui expliquer son rêve, il note qu'une foule d'idées ambitieuses surgissent dans son esprit, dont quelques-unes se rapportant au rôle de dominatrice à l'égard de son futur mari. Et qu'elle se
qu'elle se souvient de rêves antérieurs dans lesquels elle se voyait monter sur des chevaux et sur des hommes. Puis il poursuit son analyse en observant que l'acte de voler ou de monter un escalier dans d'autres rêves peut être vu comme l'expression dynamique du désir d'être en haut, qui accompagne l'agressivité masculine. Ou encore quand la patiente dit dans son rêve qu'elle monte sur la tête de tout le monde. Adler y voit l'expression d'une façon imagée du fait qu'elle est supérieure à tout le monde. La suite des idées dont se compose ce rêve trahit les dispositifs névrotiques de la patiente. En fait, sa protestation virile, sa tendance à humilier les autres, son ambition, sa sensibilité, son allure provocante, son entêtement, son humeur capricieuse sont assez manifestes, et la signification psychique de ces céphalées nous est également révélée par ce rêve. L'analyse a montré notamment que ce symptôme survenait toujours lorsque la malade éprouvait un sentiment de diminution, d'humiliation, lorsqu'elle se trouvait elle-même trop féminine. Bref, pour nous servir de sa propre expression, lorsqu'il lui semblait qu'on lui montait sur la tête. Si l'opposition haut-bas caractérise aussi les rapports entre le masculin et le féminin, le rapport de domination n'est donc pas exclusivement d'ordre sexuel. La hiérarchie sociale, économique ou culturelle structure parfois encore plus directement les rêves. Un patient d'Adler fait le rêve suivant. Je me trouve chez un de mes vieux amis et nous parlons d'une connaissance commune. Mon ami dit en parlant de lui-même: à quoi me sert mon argent, étant donné que je n'ai aucune instruction? Sur la base d'une bonne connaissance du patient et de ses rapports à ce vieil ami, Adler comprend que le patient rêve de se voir remporter la compétition sociale pour pouvoir être le vainqueur de la compétition amoureuse. Le vieil ami, celui qui avait supplanté notre malade auprès d'une jeune fille, était un fruit sec, n'ayant pas terminé ses études secondaires. Lui-même, le patient, se sentait supérieur à l'ami, puisqu'il était allé jusqu'au baccalauréat. Il professe la sublime doctrine: le savoir est plus précieux que l'argent. Et il en professe d'autant plus volontiers qu'elle s'accorde avec son but fictif, qui est d'être en haut, et lui sert de consolation. La connaissance commune n'est autre que la jeune fille riche à laquelle tous deux avaient fait la cour. C'est la course qui commence de nouveau. Notre malade est proclamé vainqueur par son rival. Ce désir de domination se manifeste aussi dans la manière dont le patient affirme que ce qui lui conviendrait le mieux serait une paysanne ignorante à l'égard de laquelle il puisse s'affirmer en maître, en dominateur. Et un autre de ses patients, chez qui l'aversion pour les personnes qui sont au-dessus de lui est illimitée et absolue, rêve que la chorale à laquelle il appartient donne un concert et que la place du chef d'orchestre est vide. Adler sait que cette situation est déjà arrivée dans la vie réelle de ce patient, et ayant appris à connaître ses dispositions les plus fortes, commente de la manière suivante. Voilà la situation qui lui convient le mieux. Nous n'avons pas besoin de chef. Il est mal à l'aise partout où il n'est pas son propre chef. Même s'il soulignait en 1914 la rareté des idées de grandeur dans les rêves de 90 écoliers âgés de 15 ans, en comparaison avec leur rêverie éveillée, Paul Borel mentionnait 2 cas dans son corpus. Une personne rêve qu'elle est chargée de torpiller la flotte allemande pour protéger un convoi alimentaire venant des États-Unis. Et une autre dit: je rêve de grands et de riches royaumes dont je suis le maître. De même, dans leur enquête sociologique décousue de la fin des années 1970 sur les rêves des Français,
Jean Duvigneau, Françoise Duvigneau et Jean-Pierre Corbeau citent des cas de rêveurs sûrs de leur réussite et de leur position dominante, dont les rêves sont visiblement des traductions imagées d'expressions du type regarder les gens de haut, se sentir supérieur, avoir un ascendant ou être de la haute. L'un rêve qu'il est dans un avion, très haut dans le ciel, et que l'île sur laquelle il doit atterrir est trop petite pour l'avion. Un autre se voit sur une sorte de mirador, voit les gens autour, mais se trouve trop bien pour descendre. Et un autre qui dit qu'il lui arrive de voler au-dessus d'une plage, et de savoir que des gens le regardent et l'appellent. Les grandes dispositions et attitudes de classe ou de trajectoire se manifestent dans les rêves recueillis par les sociologues, et notamment l'euphorie de la domination et de la jouissance. Rêves de piscine, de belles femmes, de châteaux splendides, d'équipements de ski inédits, etc. La certitude de son importance sociale, je sais qu'on m'y attend. Sentiment de plénitude extraordinaire. Ou la peur de la chute, chez les cadres hommes. Par exemple, un cadre supérieur qui a peur du déclassement rêve qu'il tombe dans un trou, comme dans l'expression être au fond du trou, et que ses collègues le regardent mais ne parviennent pas à le faire remonter. Ou encore ce cadre qui rêve de réussite professionnelle, doublée de puissance sexuelle, en se voyant danser superbement et avec toutes les filles. Ou dans la position d'un chef d'orchestre qui fait danser tout le monde et que tout le monde félicite. De même que cet autre jeune cadre qui rêve qu'il est patron et qu'il peut faire jouir du pouvoir sur ses jolies ouvrières. Je danse avec nos ouvrières, et elles sont toutes jolies. Je leur promets de leur nommer dactylo pour qu'elles ne se salissent pas les mains. Tout le monde est heureux, et je suis moi-même devenu riche. Parfois, les hiérarchies sont implicites ou très discrètes, bien qu'elles structurent la signification générale du rêve. Par exemple, un homme rêve qu'un individu portant une grande pèlerine court, penché en avant, et qu'il fait une chute et se casse la tête. Lorsque le rêveur revient sur les éléments du rêve, il dit que son frère avait l'habitude de courir penché en avant, et que la pèlerine est semblable à celle de son beau-frère. L'individu qui court est donc un condensé de son frère et de son beau-frère. Mais qu'ont-ils en commun? Le rêveur dit que le premier était plus âgé, plus fort, et le dominait durant l'enfance, et que son beau-frère est plus riche. Du coup, le rêveur souhaite la chute de tous ceux qui lui sont supérieurs ou, en général, lui inspirent de la jalousie. Ou encore, un autre homme rêve qu'il est en tenue d'officier et qu'il rencontre son collègue X, simple soldat. Dans les discussions avec l'analyste, le rêveur précise que le collègue en question a remporté un succès professionnel important et qu'un autre collègue qui attire sa jalousie lui a fait part de ses opinions anti-militaristes, ce qui lui a déplu. L'effet de cette double actualité professionnelle sur la tendance permanente à la rivalité chez le rêveur a déclenché le rêve. Le collègue X, en tenue militaire, condense ainsi deux collègues qui sont des analogones dans la vie éveillée. La position de simple soldat est une manière pour le rêveur d'exprimer un désir de supériorité. Il se voit officier dans le rêve, qui est une disposition assez solidement ancrée en lui. Il s'agit naturellement d'un souhait de supériorité sur un collègue, mais cet esprit de rivalité habite perpétuellement le rêveur, pour compenser une crainte nervotique d'infériorité dont il est affecté. La peur de ne pas être à la hauteur est aussi structurante dans un rêve personnel rapporté et commenté par Maurice Holbrook.
Ce dernier a été légèrement mortifié dans la journée pour ne pas connaître les substances chimiques indiquées sur une ordonnance médicale. Le soir même, il rêve qu'il est avec ses camarades de l'école normale supérieure, qu'il parle de chimie et qu'il est incapable de répondre à des questions sur la chaux. Il remarque par ailleurs dans son rêve que certains de ses camarades sont décorés. Le sentiment malheureux d'ignorance de la veille a réveillé chez lui la peur de ne pas être à la hauteur de ses camarades normaliens distingués, médaillés. Il se sent donc humilié de ne pas connaître des choses qu'eux connaissent. Ce rêve fait écho au fameux rêve de l'injection faite à Irma, interprété par Freud. Dans ce rêve personnel, Freud est particulièrement inquiet de sa réputation parmi ses collègues. Irma a été sa patiente, et Otto Rank lui a dit la veille à son propos « Elle va mieux, mais pas tout à fait ». Freud a l'impression qu'Otto profite de la situation pour remettre en cause son traitement. Le ton qu'il a employé et le fait qu'il lui dise qu'elle va bien, mais pas tout à fait, laissant penser à Freud qu'Otto se réjouit au fond de cette occasion de dénigrer son action. Or, il voit Otto dans son rêve et le rend responsable des effets d'une injection, en précisant que la seringue n'était pas propre. Façon de faire allusion au fait que l'attitude d'Otto n'était pas très propre à son égard. Freud écrit ainsi : « Le rêve me venge de lui en retournant le reproche sur lui-même. » Dans son étude menée auprès de 266 étudiants du collège universitaire de Volda, en Norvège, Jan Fredrik Hovden montrait aussi les effets de la domination sur les rêves. Sur des souvenirs de rêves récurrents, il parvient à établir que les rêves de situations extrêmes de détresse et de faiblesse, être attaché et incapable de bouger, être mis à terre, enfermé, étouffé, être mort, voir des personnes mortes, etc., sont plus souvent le fait d'étudiantes et de personnes issues des milieux les moins cultivés, et que les rêves de pouvoir et de supériorité, avoir la capacité de voler, devenir soudainement riche, trouver de l'argent, avoir des capacités artistiques ou mentales supérieures, sont plutôt le fait des étudiants et des personnes issues des milieux les plus cultivés. Même si l'étude ne porte malheureusement pas sur des récits de rêves précis, mais sur des réponses à des questions précodées concernant des souvenirs de rêves récurrents, ce qui contribue un peu plus à éloigner l'objet rêve, les sentiments de dominer ou d'être dominé semblent donc, là encore, structurer l'expérience onirique. Le rêve en régime totalitaire. Mais c'est dans l'ouvrage de Charlotte Beurad, consacré aux rêves sous le Troisième Reich, que l'on trouve le témoignage le plus fort et le plus impressionnant de la matière dont la sphère politique envahit la subjectivité des citoyens et colonise l'intime, jusque dans les moments où l'être humain semble s'être retiré de la société et de ses contraintes. Berat ne s'interroge pas sur l'histoire personnelle des rêveurs. Elle ne met pas en relation les rêves avec des séries d'expériences individuelles, mais avec des caractéristiques générales d'une époque de montée du nazisme. Les rêves qu'elle a soigneusement recueillis auprès d'Allemands à partir de 1933 montrent comment la scène onirique est le théâtre de tous les sentiments de dépossession, de dépersonnalisation, d'humiliation, de consentement, de soumission ou de culpabilité, mais aussi de fascination ou d'attraction ressentie à l'égard des bourreaux, liée à la mise en place progressive d'un régime totalitaire. Les rêveurs s'imaginent écoutés au cœur même de leur espace privé par des autorités qui y ont placé partout des microphones. Ils se voient même scrutés dans leurs pensées les plus intimes, et rêvent que les murs de leur appartement sont ceux, comme ceux des habitations voisines, ont totalement disparu.
Surveillés en permanence, ils se sentent agressés par les haut-parleurs hurlants, les images et slogans politiques, ou les uniformes militaires. Ils se rêvent dociles, pliant devant l'autorité et se sentant soulagés par des attitudes conformistes. Ils sont paralysés par la peur ou l'angoisse. Beratzt y voit des formes de mise au pas et de rites d'initiation au totalitarisme. Mais on peut tout aussi bien y voir des occasions de mettre en scène ce qui est craint, afin d'y faire face. Le rêve alerte et prévient du danger, autant qu'il intériorise et accepte la réalité qui s'impose à lui. Dans son rêve, le rêveur décrit avec une exactitude et une subtilité dont il n'aurait pas été capable éveillé le mécanisme de la domination totale. Et ce travail du rêve ne peut se ranger de manière univoque, ni dans l'ordre de la résistance, ni dans celui de la soumission totale à l'ordre qui s'établit. À la différence de la psychanalyse, l'auteur ne veut pas dissocier un contenu manifeste d'un contenu latent, parce qu'elle craint le déni du contenu manifestement politique du rêve. Elle rejette l'idée d'une interprétation qui serait totalement décalée par rapport à ce que les images semblent dire littéralement, en pointant le regard du côté des relations familiales durant la petite enfance, par exemple. Pourtant, les deux points de vue sont conciliables. Le sentiment de dépossession de soi que crée la situation politique vécue par les rêveurs ne peut pas ne pas faire écho, entrer en résonance, ou réveiller par analogie des situations enfantines, vis-à-vis des parents, ou plus tardives, à l'égard des différents types d'autorités rencontrées, vécues par les rêveurs. Sans la possibilité d'interroger les rêveurs, nul n'est en mesure de dire si, derrière les images oniriques qui empruntent au temps présent, ne viennent pas se dire aussi toute une série de blessures, d'humiliations ou de dépendances de toute autre nature. Et d'ailleurs, les rêves eux-mêmes mettent en scène parfois le mélange des registres en condensant des scènes scolaires avec des éléments plus clairement politiques. Une écolière dont le père était un ancien communiste fit ce rêve standard. On me rend tous mes devoirs, tous mes bulletins, avec la mention « très bien mais insatisfaisant », parce que hostile à l'État. Ce vieux rêve d'école et d'examen, que l'écolière tire réellement de son environnement, semble s'être trouvé avec de multiples transformations chez des adultes. On me l'a raconté plusieurs fois. Du genre « je vous fais redoubler parce que vous allez à l'église », parce que vous n'êtes pas tolérable idéologiquement. Ou bien l'on inscrit au tableau noir à l'université, à nouveau une vraie scène de cabaret. Un tel et un tel, redoublent en tant qu'ennemis du peuple. On voit donc bien, dans un tel cas de figure, comment le rapport d'autorité citoyen-État entre en résonance avec le rapport d'autorité élève-maître. Les deux registres sont confondus par le rêveur, qui perçoit l'analogie des situations. Si dans l'ordre chronologique, les expériences familiales ou scolaires de la petite enfance précèdent les expériences professionnelles, politiques ou religieuses, cela ne vient pas pour autant effacer la spécificité des différents registres d'expérience que chaque individu relie psychiquement et entre lesquels il crée parfois des équivalences. Il y a toujours plus dans le politique que de l'expérience exclusivement politique. Mais peut-on pour autant réduire le politique à du familial et les structures de la domination ou les luttes pour le pouvoir à la dimension sexuelle des relations humaines? Le psychanalyste a certainement raison de dire que le contenu manifeste de type politique fait obstacle à l'accès à un tout autre régime de la pensée qui se cache derrière celui-là, l'utilise à ses fins propres et y trouve sa secrète satisfaction. Mais on peut
affirmer tout aussi sûrement que l'expression politique, ou, plus largement, l'expérience de la domination s'appuie sur et utilise, à ses propres fins, les dispositions constituées dans de tout autres cadres sociaux. Car il serait indécent de dire, et c'est précisément ce que veut éviter Charlotte Berat, que le poids de l'oppression politique ressentie par les rêveurs n'est qu'une façade derrière laquelle le sexuel infantile se cacherait. La grande leçon à tirer de l'ouvrage de Charlotte Berat est que l'interprète ne doit pas négliger le contenu explicite, manifeste du rêve, car il manquerait alors de comprendre les expériences et les structures actuelles bien réelles, qui sont parfois politiques, par lesquelles se disent aussi des souffrances plus anciennes de toute autre nature. Le rêve de grandeur d'Hobson. Le neuropsychiatre états-unien John Alan Hobson développe depuis plusieurs décennies une approche qui se situe à l'opposé des travaux qui admettent l'intérêt d'interpréter les rêves. Malgré cela, il s'est lancé lui-même dans l'étude d'un rêve personnel. Comme souvent dans les cas d'auto-analyse, l'interprète ne se révèle pas le mieux placé pour comprendre son rêve et proposer une interprétation qui mette en exergue les propriétés dispositionnelles que celui-ci manifeste. Dans le cas présent, le rêve, les commentaires qui l'accompagnent ainsi que d'autres rêves personnels mentionnés par ailleurs permettent raisonnablement de déceler une disposition à dominer et des désirs de grandeur que le chercheur semble vouloir sous-estimer ou ne pas voir. Hobson, dont la femme est directrice des programmes du Musée des Beaux-Arts de Boston, fait le rêve suivant, accompagné de précisions entrecrochées. Ma femme, Joanne, et moi sommes au Musée des Beaux-Arts de Boston pour écouter un concert dans le grand auditorium de Rémus. Quelqu'un, peut-être John Gibbons, joue une œuvre pour piano de Mozart. Un concerto sur un grand Steinway. Pas d'orchestre, mais l'image est floue, de toute façon. Le piano est une réminiscence du grand Steinway que j'avais vu le samedi précédent, à Washington, dans le grand hall de la collection Phillips. Comme d'habitude, lors de ces séances musées, je suis à cran, ayant l'impression d'être la 5e roue du carrosse-travail de ma femme, et donc inattentif. Je décide de partir en exploration, et je descends vers le petit théâtre, plus ancien, près des sarcophages égyptiens. Ce théâtre ne sert plus qu'aux conférences, mais il y a 20 ans, c'était là que se donnaient les concerts du musée, auxquels ma femme et moi, jeunes adhérents, assistions. Les programmes étaient analogues à ceux qui se donnent aujourd'hui dans l'auditorium Rémus et que Joanne organise. J'entends de la musique et constate un faible remue-ménage traduisant une certaine excitation. En ouvrant la porte, je suis stupéfié de voir Mozart lui-même sur la scène, jouant le même concerto, toujours sans orchestre, sur un clavecin antique appartenant à la collection du musée, mais pas sur le pianoforte de Mozart. Bien que la porte n'ait été ouverte qu'un court instant, j'ai remarqué la richesse de sa redingote en brocart rouge. Les arabesques sont rehaussées d'or. Sa perruque poudrée de blanc, et son visage épanoui. Les arpèges coulaient à travers la porte dans mes oreilles. Je remarquai aussi que Mozart avait pris pas mal de poids, et me demandai pourquoi. Je ferme la porte avec un « chut » et essaie de m'imaginer comment je vais faire part de ma découverte à Joanne. Puis je me réveille. L'analyse commence plutôt bien. Hobson avouant, je suis prêt à admettre qu'à un niveau plus profond, ce rêve puisse avoir une signification psychanalytique. Je suis ambitieux. C'est vrai que j'admire Mozart.
J'aimerais, consciemment, être aussi brillant que lui. Certains de mes amis les plus proches m'avaient surnommé Mozart. Malgré cela, il invite à accepter que dans les conditions du sommeil paradoxal où l'exercice de l'esprit critique est suspendu, Mozart soit vraiment Mozart, et non, précise-t-il, un substitut de son père. Mais on ne voit pas très bien pourquoi un psychanalyste pourrait proposer de voir en Mozart une figure paternelle. Des amis le surnomment parfois Mozart, et il rêve lui-même d'être le Mozart de la neuropsychiatrie. Par ailleurs, il voit dans son rêve un Mozart qui a pris du poids, et lui-même montre dans ses commentaires que cela n'est pas sans rapport avec sa propre personne. Le fichier des caractéristiques physiques a été ouvert, et il en résulte des incongruités. C'est mon ventre qui s'arrondit. Mais il n'y a aucune incongruité ou hasard dans ce détail de l'histoire, car c'est bien lui-même que le rêveur voit sur scène. Et d'ailleurs, cette scène est désormais une salle de conférence, ce qui ramène encore une fois à une dimension importante de son activité professionnelle. Dans un autre rêve personnel qu'il livre, Hobson raconte une situation où sa candidature pour une série de conférences est rejetée par les membres d'un comité qui lui préfère un conférencier qui pourra les aider à collecter des fonds, et montre en cela que faire des conférences est un enjeu de reconnaissance important dans son univers professionnel. Ce que ne voit pas Hobson, c'est que tout porte à croire dans son rêve, comme dans les commentaires qu'il fait suivre, que le rêve met en scène une reprise de pouvoir sur sa femme. Cette dernière le traîne au musée, lieu de son travail, et lui s'y ennuie. Il va donc dans la partie du musée qui sert désormais aux conférences, qui représente une partie importante de son métier, et se voit sur scène en la personne de Mozart, bedonnant comme lui, seul et sans orchestre, comme un conférencier. Ces éléments contribuent ainsi à faire du rêve une scène de rapport de force avec sa femme. Il aimerait être le Mozart seul sur scène, célèbre et en habit d'or que sa femme admire, et non celui qu'on traîne voir un autre que lui briller. Et même les remarques qu'il fait sur l'interprétation de ce rêve témoignent du fait que le Mozart du rêve, c'est bien lui, et qu'il aimerait que sa femme s'enorgueillisse de le voir sur scène. J'adorerais voir Mozart. J'aimerais que ma femme puisse se faire mousser en l'attirant au musée, que je puisse le découvrir et raconter le bon coup de Johann aux autres. Il ajoute encore ce magnifique commentaire, qui devient presque ironique si on a à l'esprit le fait que le rêve est une manière de dire ce que fait son épouse de dire que ce que fait son épouse ne l'intéresse guère, et qu'il préférerait qu'elle l'admire sur scène à l'occasion de l'une de ses conférences. J'ai trouvé le rêve plaisant, surprenant, bienfaisant. J'ai eu plaisir à le raconter à ma femme. Considéré sous l'angle des relations sociales, mon rêve était un tardif cadeau de mariage. Si son rêve est un cadeau de mariage, il ressemble davantage à un cadeau empoisonné qu'à celui qu'il imagine consciemment. Si la psychanalyse a eu de très bonnes raisons de mettre en exergue l'importance méconnue de la famille, des expériences, de la prime enfance et de la dimension sexuelle des désirs et des comportements humains, si elle s'est aussi efforcée de trouver l'équilibre interprétatif entre les événements déclencheurs présents et le passé des individus, elle a de toute évidence été tentée par la naturalisation des désirs, surestimé l'autonomie de la configuration familiale, surévalué aussi le poids de certains événements de la petite enfance, et surinterprété le caractère sexuel des motivations humaines. Elle a oublié ainsi qu'un monde social englobe les univers familiaux, que les individus ne sont pas réductibles à leur statut de père, de mère, de fils ou de fille, de frère ou de sœur, d'époux ou d'épouse, mais s'inscrivent tout au long de leur vie
dans toute une série d'autres univers sociaux hiérarchisés, amicaux, professionnels, religieux, politiques, sportifs, militaires, etc., où se jouent d'autres jeux de pouvoir, et qu'ils sont mus par des désirs multiples socialement constitués, plutôt qu'exclusivement sexuels et naturels. Forme la plus intime ou personnelle de l'expression humaine, le rêve est un espace où se manifestent néanmoins encore les structures sociales de la domination et la pluralité des libidines que le monde social, en fonction de l'état de son développement, met à disposition des rêveurs.